Bonjour à tous. Donc je vais vous présenter aujourd'hui les différentes étapes qui m'ont amené à analyser une API que je ne connaissais pas du tout et du coup à reverse engineer cette API pour essayer de l'appeler et de comprendre ce qui se passe derrière. Avant de démarrer vraiment dans le contexte, j'ai trouvé une petite anecdote il y a un mois que je trouve assez sympa. Est-ce que vous avez une idée du point commun entre la Nintendo Switch et iOS 9.3? C'est assez précis. Euh, il se trouve que ah, Il se trouve que dans les deux, il y a une vulnérabilité dans WebKit qui permet d'exécuter du code qui n'est pas du tout prévu pour. Et ce qui est intéressant, c'est pas spécialement la vulnérabilité en elle-même, c'est plus la façon dont ils l'ont mis en place sur la Switch, parce que sur la Switch, il n'y a pas de navigateur web. Du coup, pour avoir accès à du WebKit, c'est pas facile. Et la seule façon qu'ils ont trouvé d'afficher des pages web sur la Switch, c'était de mettre un proxy dedans, et enfin de configurer un proxy sur les paramètres proxy et de se connecter sur un Wi-Fi. Et en fait, la Switch, ce qu'elle fait quand elle se connecte sur un Wi-Fi, c'est qu'elle fait un appel à un serveur Nintendo pour voir si elle est bien connectée à Internet, pour voir si elle n'est pas sur un portail captif. Et si elle est sur un portail captif, elle affiche une page web. Seule façon d'afficher une page web. Du coup, ce qu'ils ont fait, ils ont mis un proxy entre les deux, et tout ce qui partait de la Switch, ça renvoyait une page web. Et sur cette page web, il y avait cet exploit. Donc là, on va démarrer un petit peu plus sérieusement. Quand je suis arrivé je suis développeur chez Theodo. Quand je suis arrivé chez Theodo, on était en une quarantaine. Et maintenant, on est quasiment 150, je pense. Les fiches de paye qui étaient envoyées à la main à chacun des employés au début par mail, c'était plus vraiment possible. Donc ce qu'on a fait, à un moment donné, j'ai reçu un mail avec un magnifique lien HTTP, donc pas HTTPS, avec un mot de passe en clair et mon login. Bon, déjà, je sais pas trop où est-ce qu'on va, mais bon. Donc là, mon premier réflexe, on clique dessus, c'est pas forcément un bon réflexe. Et bon, alors, je sais pas si on a vu, je vais réduire un peu ma fenêtre. Ça m'a téléchargé un truc. Ok, super. On va l'ouvrir. Ouais, ok. Ça a pas l'air d'être très utilisable, ça ressemble pas du tout à une fiche de paye en tout cas. Euh, je vois qu'il y a des points exe qui traînent. Ok, ça va être compliqué sur Mac. Il y a des adresses, il y a des points applications, il y a des public keys, ok. Moi, je vais pas savoir, je sais pas trop quoi en faire. Donc là, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Où est-ce qu'on va? Est-ce que c'est vraiment le bon lien? Est-ce que j'ai téléchargé le bon truc? Qu'est-ce qui se passe? Donc là, je suis allé voir, je pense qu'il y a pas mal de monde qui est allé voir l'admin fille, qui lui a dit mais qu'on a reçu ça, qu'est-ce que c'est? Et en fait, non, c'est vraiment ça, il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser sur Internet Explorer, parce qu'apparemment ça marche pas ailleurs. C'est pas très sexy pour l'instant, ouais, certes. Et en plus, les fiches de paye ne seront plus envoyées par mail. Bah, du coup, plus de fiches de paye, quoi, tant pis. Euh, là, ok, super, je suis rentré chez moi, j'ai démarré mon PC, je suis allé sur le site, Windows 10, Internet Explorer Edge, bah ça marchait pas, beaucoup trop récent. Du coup, on va essayer de le faire marcher quand même. Donc, ce que j'ai fait, je suis allé sur le site de Microsoft, j'ai téléchargé une petite machine virtuelle avec un Windows 7, avec un IE pas trop récent, IE 8, IE 9. Donc voilà, donc j'ai cette machine virtuelle qui tourne, je démarre mon IE. IE. Je sais pas si on voit à peu près, et je vais aller sur le lien, on va voir ce qui se passe. Donc là, ça charge, c'est pas très rapide non plus. Ah si, il y a du Edge là, incroyable. Il se passe des trucs, il y a des pop-up. On attend que ça se passe. Ah, voilà, on voit pas, mais il y a un client lourd qui a démarré, qui ressemble à ça. Bon, alors je me log, hein, maintenant que je suis là. C'est plus le même mot de passe, hein, vous pouvez essayer. Waouh, sympa. Donc là, on a envie de cliquer sur Entrée, ça sert à rien, hein, c'est un portail. On va avoir des infos sur la boîte, mais on n'aura pas les fiches de paye. Il faut aller chercher en haut, il y a un petit truc portail salarié. Bien au niveau UX, au niveau accessibilité, tout ça. Ok, là j'ai un beau accéder au bulletin. J'ai pas de bulletin.
Découvrir N-1, ouais, on a changé de partenaire quand même, faut pas déconner. Du coup, faut que j'aille voir les bulletins l'année dernière. Et donc là, j'ai mes bulletins. Ok, super. Bon, ça, là, je peux le télécharger. On va le mettre sur le bureau. Hop. Ok, donc tous les mois, il va falloir que je fasse ça. Donc je démarre ma machine virtuelle, que je retrouve mon mot de passe que j'utilise une fois par mois, que je démarre ce client lourd, que j'aille fouiller dans les fiches de paye, que je me souvienne comment ça marche. Ok, ça va pas être très, très sympa. Donc là, ça tourne. J'ai envie de me simplifier la vie. Tous les devs chez nous, mais tous les devs, les business, ils ont tous des Mac ou des PC sous Linux. Donc ça va pas les aider. Le premier truc que je vais faire, c'est pour essayer de comprendre ce qui se passe, les appels qui sont entre le client lourd et leur serveur. Il y a forcément des données qui arrivent. Je vais intercepter tout ce qui passe. Pour ça, j'aurais pu sortir des trucs genre Wireshark ou des trucs comme ça. J'ai pas envie c'est pas forcément fait un truc facile à utiliser. Il y a des outils super pratiques genre Charles qui, bon là c'est une version où il faut attendre un peu, mais une fois qu'on a attendu c'est bien pratique, qui te permettent de lancer des proxys et de générer des proxys web très facilement et donc d'afficher très simplement ce qui se passe. Et en plus on a vu que c'était du HTTP à la base, donc avec un peu de chance ça restera du HTTP sur les appels API et ce sera plutôt sympa à débugger. Donc là ce que je vais faire quand Charles démarre, il démarre un proxy tout seul. Donc là j'ai un proxy settings, donc là je vois qu'il écoute sur le port 8888, très bien. Donc là, je l'ai démarré sur mon Mac. Je retourne dans ma machine virtuelle, si je la trouve. Voilà. Je vais fermer ça parce que je vais avoir besoin de l'étape de connexion. Donc la seule façon faut le refermer. Et donc là, je vais configurer le proxy de ma machine virtuelle pour passer sur l'adresse de mon Mac. Donc ça, c'est l'adresse gateway. Donc là, je suis sur un VirtualBox, c'est assez facile à récupérer cette adresse. Avec un IP config par exemple. Et donc là, je lui dis de faire tunneler tout ce qui va sortir d'Internet Explorer et du système en général à travers ce proxy. Donc là, si je vais sur Best of Web, ok, et que je retourne voir mon Charles, je vois que j'ai un appel qui est parti vers Best of Web. Et j'ai toutes les ressources qui ont été chargées. Donc là, mon proxy est bien connecté, je vais pouvoir retourner relancer mon appli lourde, rebelote, ça télécharge, ça va le lancer, et on va regarder ce qui se passe. Je vais me loguer. Petit spectacle de claquettes. Ok, on va faire quelques requêtes. Accès au bulletin. N-1, je peux en télécharger un. Bon, pas besoin, je pense qu'on a suffisamment de requêtes. Donc là, si je regarde, je vois que j'ai... Donc ça, c'était mes appels au début. Si je vais sur... Là, je vois que j'ai des appels vers un point d'accès, un point SVC. Ça a l'air d'être un service. Ok, on va regarder ce qui se passe dedans. Donc là, j'ai des appels vers ce truc. La requête, ça ressemble à ça. Donc c'est du SOAP, ok, faut aimer. Et donc si je regarde un petit peu en détail ce que je passe, donc ça c'est la requête. Donc c'est la première requête que je fais. Il y a de très fortes chances que ce soit la requête de login. Donc ce que je regarde, donc là je vois que j'ai du RSA-C, ok. Si je regarde la réponse, j'ai du RSA-S. Ça serait pas mal que ce soit RSA client, RSA serveur. Et en dessous j'ai un espèce de RSA key value avec un exposant. Donc là je me dis qu'il y a un échange de clés RSA déjà qui commence. C'est pas mal. Si je regarde les requêtes suivantes, elles sont toutes du même format. Donc c'est beaucoup plus. Donc là, la requête plutôt. Donc elles sont toutes. Il y a une espèce de grosse chaîne de caractères en base 64, que ça soit dans la requête ou dans la réponse. Et toutes les requêtes suivantes sont sur ce modèle. Bon. Donc là, un petit récap à ce niveau, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ma machine, j'ai un Mac, dessus j'ai une machine virtuelle avec un Windows qui communique avec quelque chose qui est chiffré apparemment à un serveur, et moi j'ai mis mon Charles au milieu pour intercepter ce trafic et essayer de regarder ce que j'en comprends. Alors, les échanges sont chiffrés, ce que j'aimerais voir c'est comment déchiffrer ça.
Alors déjà, un petit récap sur RSA. RSA, c'est un système clé privée, clé publique. Et ça, c'est très efficace. Par contre, ça a un inconvénient qui est que ça ne permet pas de chiffrer des grosses quantités de données. Donc là, en regardant un petit peu ce qui était passé, j'avais bien une clé RSA qui a été échangée, une clé de 2048. Ça permet au maximum de chiffrer 245 octets. Alors 245 octets, c'est pas grand-chose. Et c'est même pas le poids des requêtes, des échanges qui sont faits par la suite. Donc il y a un autre mécanisme qui permet de... Il n'y a pas que le RSA là-dedans. Ce deuxième message, on a vu, il était encodé en base 64 et pas chiffré en RSA parce que trop gros. Je vais quand même essayer de regarder ce qu'il y a dans ce base. Voilà, un petit. Faut soutenir Charles, faut les payer. Je vais essayer de regarder quand même ce qu'il y a dans ce message. Je vais le passer. Je vais récupérer. Ah. Donc là, je vais essayer de regarder ce qu'il y a dans cette base 64. Donc là, je l'ai copié dans un terminal. Il y a des outils natifs base 64-D, ça permet de décoder de la base 64. Et vu qu'il y a de trop fortes chances que ce soit du binaire, je vais le mettre dans un hexdump, sinon ça va me pourrir mon terminal. Ça ressemble à ça. Donc clairement, il n'y a pas grand chose d'exploitable directement. Ça a l'air d'être complètement chiffré. Si je regarde sur plusieurs logins, je remarque qu'il y a une séquence au début qui se répète, mais je ne sais pas trop quoi en faire. Donc là, je suis un peu bloqué en fait. Je ne sais pas trop comment continuer. J'ai eu une échange de clé RSA, je ne sais pas trop quoi en faire. C'est pas le message, le binaire que je reçois par la suite, c'est pas chiffré en RSA. Donc il me faut quelque chose d'autre. Donc là, l'idée que j'ai eue, c'était il faut que je creuse plus profond, il faut que j'aille voir autre chose. J'aurais été sur une appli web, je serais allé regarder les sources. Là, c'est un client lourd, un exécutable sous Windows. On va regarder ce qu'on peut en faire. Donc je retourne sur mon Windows. Je vais fermer ce. Je vais laisser ça. Et j'ai téléchargé un petit décompileur .NET. J'ai chargé mon exécutable dedans. Et je reçois. Ça marche très bien. J'ai pas mal de trucs. J'ai des classes qui sont chargées. Et là, je commence à fouiller là-dedans. J'ai beaucoup d'objets métiers. Bon, je fouille, je trouve rien, je regarde, j'ai du eWeb Service, ok cool, c'est juste l'interface, bon dommage. J'ai du RefS Web Service, bon ok. De nouveau pas mal d'objets métiers, mais nulle part de méthode d'encoding, décoding. Donc ça va pas m'aider. Et j'ai un répertoire ressources. Dedans j'ai des données XML visiblement, j'ai des images, j'ai plein de trucs. Et tout en bas, j'ai des DLL. Ok, super. DLL, c'est aussi du code exécutable. Du coup, je vais charger cette DLL dans le décompileur. Donc là, j'avais juste l'exécutable que j'ai téléchargé. Quand j'ai mis mon Charles tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait un exécutable téléchargé. Du coup, je l'ai décompilé. Dedans, j'ai un DLL que j'ai redécompilé. Et là, en fouillant, j'ai un magnifique CRSA avec des méthodes encrypt et decrypt qui prend un read byte. Donc là, je me dis, c'est pas trop mal. Je suis pas trop mal, donc je vais aller voir le decrypt. Et là, là, je vois un bon exercice d'initialisation d'un region DL. Alors region DL, c'est une variante d'AES. Et donc en gros, je comprends qu'il lit le buffer byte par byte et qu'il en fait des choses. Donc là, en fouillant un peu là-dessus, en creusant là-dessus, donc on a le code, et on comprend comment fonctionne le premier échange qui a lieu. Donc on voit que le message, cet échange, il commence effectivement toujours par 01, 00, 01, 00, 00. Parce qu'en fait 01, il annonce qu'il envoie une clé AES. Ensuite, il envoie la taille de la clé, donc 256 octets. Ensuite, les 256 octets suivants, c'est la clé, donc une clé AES. Ensuite, on va avoir une autre série qui va se retrouver sur toutes les requêtes, ça va être le 20 00 00 00, c'est 32. Donc ensuite, j'ai le vecteur d'initialisation. AES, ça prend une clé, un vecteur d'initialisation. Et ensuite, j'ai une requête de login qui est chiffrée avec cette clé AES. Et ça finit par un padding. Donc si je regarde un petit peu le protocole d'échange qu'ils ont mis en place, donc il y a un client, un serveur, c'est assez symétrique, donc c'est assez facile à expliquer. Mais en gros, le client va générer une paire de clés RSA, il va envoyer sa clé publique au serveur.
Le serveur, il fait la même chose. Le client, il va signer sa clé, il va générer une clé ES qui va signer avec la clé publique du serveur. Comme ça, il n'y a que le serveur qui va pouvoir lire cette clé. Le symétrique se fait. Et ensuite, ils échangent en échangeant, en chiffrant tous les échanges avec cette clé. Donc là, moi, je me situe au milieu et je ne peux pas faire grand-chose. Je ne peux pas faire grand-chose parce que même avec les clés RSA publiques qui ont été échangées, que j'ai interceptées, eh ben, je ne peux pas décoder les clés AES parce que c'est des clés qui ont été chiffrées avec les clés privées. Du coup, il faut que je fasse un truc plus méchant, il faut que je me mette en man in the middle. Donc là, je sors le masque d'Anonymous, la cagoule, tout ce que vous voulez. Et donc, je démarre, je vais intercepter les échanges en les déchiffrant. En me faisant passer pour le client, pour le client, je vais agir comme si j'étais le serveur, et pour le serveur, je vais agir comme si j'étais le client. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc là, j'ai écrit un petit serveur, un petit man in the middle. Ok, donc là, il a démarré sur le port 3000, j'ai une clé publique, donc là, c'est la clé publique de mon serveur man in the middle. Et donc, là, j'aimerais faire passer les échanges du client lourd vers ce serveur man in the middle. Pour ça, je vais réutiliser Charles. Allez, un petit coup de pub. Et il y a un truc qui est assez sympa dans Charles, c'est un truc qui s'appelle le map remote. Donc c'est fait pour faire du man in the middle. Et donc je vais dire que tout ce qui arrive tout ce qui va sortir vers cette adresse, en fait, je ne vais pas le faire sortir vers cette adresse, mais vers celle-là. Et celle-là, bah, c'est mon serveur man in the middle. Donc je fais ça, j'active ça. Et donc là, je vais relancer mon process d'authentification. Donc je ferme rebelote, on va se taper un peu d'attente. Hop. Ok. Donc là, je vais me loguer. Si j'arrive à taper mon mot de passe. Et donc là, ce qui se passe, c'est que normalement tous les échanges qui partent normalement vers le endpoint de Scila Expert arrivent en fait sur localhost 3000. Et je vois que j'ai des requêtes qui partent là-dessus, avec le même type de requête et de réponse, parce qu'en fait, moi, ce que je fais, c'est uniquement j'intercepte ce que le serveur me renvoie, je le décode, je le rencode avec ma clé privée et je le renvoie à mon client. Donc en fait, ça a exactement le même format. Et ce que j'ai fait faire, c'est j'ai logué tous les... Bon là c'est en vrac, mais c'est tout ce que j'ai déchiffré de l'échange. Donc là je vais faire quelques requêtes. VirtualBox. Je vais faire quelques requêtes. N-1. Là je vais retélécharger ça. Ok. Si je retourne voir mon serveur, donc je vois que là ça ressemble à du PDF. Je vais arrêter mon serveur et on va regarder ce qu'il a intercepté. Donc là je vois je lui ai demandé de me loguer toutes les requêtes et les réponses qui partent. Je vois que la dernière réponse elle fait 7,2 kg. Et en fait, c'est clairement le PDF qui a été envoyé. Donc je vais regarder la requête qui a été faite. Donc je vais faire un xdump. Donc là, c'est ce que j'ai intercepté et décodé. Donc c'était le message qui était chiffré en AES que j'ai décodé. Et ça ressemble à, tout de suite, c'est un peu plus lisible. J'ai une méthode construire PDF. Et je passe des arguments, visiblement. Enfin, c'est pas non plus très très clair. Mais je suis plutôt mieux parti que tout à l'heure. En tout cas, j'avance. Donc là, je vais faire des requêtes. Si je prends ce morceau de code en hexadécimal et que je le renvoie à mon serveur, il me répond et il me répond quelque chose que moi j'arrive à décoder. Donc j'arrive à faire des requêtes, j'arrive à décoder des PDF. Donc j'ai intercepté tous les échanges, j'ai craqué le protocole sécurité et j'ai déchiffré l'échange. Par contre, ce que je ne sais pas encore faire, c'est créer des requêtes à partir de zéro. Parce que ce gros morceau de hexadécimal que j'ai récupéré, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Donc là, on va retourner aux sources et on va retourner voir qu'est-ce qu'il y a vraiment là-dedans. Donc je retourne dans ma VM, on décompile, hop.
Et je vois qu'en plus de cette classe CRSA qui est chargée de faire tout ce qui est decrypt, encrypt, j'ai une classe CBA sérialisation qui est assez intéressante. Et en fait, avec tout un tas de méthodes, avec des write et des read de tous les types possibles et imaginables, pour convertir ces différents types en un read byte qui peut encoder et faire passer sur le réseau. Ils sont bien quand même, ils sont bien amusés à faire tout ça. Et du coup, moi, à le décoder. Ok, donc là, si je regarde un peu plus, je peux aller voir vraiment comment ça se passe. Par exemple, pour écrire un float, eh ben, en fait, il va écrire, il va convertir cette float en byte et il va écrire ce tableau de bytes. Et ainsi de suite. En fait, avec ça, on arrive à décoder tout ce qui se passe sur le réseau. Donc là, je suis parti d'une requête brute qui ressemblait à ça, donc avec un gros morceau de base 64 chiffré. Je l'ai passé par une moulinette pour le décoder avec la clé ES que j'ai interceptée sur l'échange de login. Du coup, j'ai récupéré quelque chose qui ressemble pas à grand chose, mais qui est déjà plus lisible. Et en le désérialisant, j'arrive à récupérer un objet qui est beaucoup plus utilisable et sur lequel je peux jouer directement sur les valeurs. Donc là, par exemple, je vois qu'il y a une valeur ID client qui est passée en paramètre, enfin qui est injectée dans ce gros JSON, et que ce JSON que je peux reconvertir au format binaire qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, j'ai en gros tout ce qu'il me faut pour écrire un client. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai sorti mon éditeur et j'ai créé un petit client. Donc, il va prendre un utilisateur. Donc là, il va prendre un mot de passe. Là, le mot de passe, je l'ai mis en dur dans mon client, donc je peux en mettre un peu ce que je veux. Et ça ne marche pas. Ah bah oui. Donc là, j'appelle. Donc là, il me donne la liste des PDF qu'il a récupérés à partir du serveur. Et il me télécharge le bulletin 2016 de août 2016. Je vais l'ouvrir. Alors, il l'a ouvert quelque part. Il l'a ouvert là. Et du coup, ça va me permettre de conclure. Là, alors c'est pas un bulletin de paye, mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'avais suffisamment de connaissances sur les échanges pour créer un faux serveur au cas où j'ai pas de Wi-Fi, par exemple, ou au cas où, enfin, pour pouvoir faire une démo, pour pouvoir envoyer ce que je voulais. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Et la conclusion de cette analyse que j'ai faite, c'est que là, aujourd'hui, j'ai pas accédé à des données auxquelles j'aurais pas eu le droit d'accéder autrement qu'en utilisant leur client. Cela dit, j'ai décompilé le code le client et il y a pas mal de code qui est partagé entre le client et le serveur. Du coup, en fouillant un peu plus, vu la qualité de ce que j'ai trouvé, je pense que ça doit être moyen. Il doit y avoir moyen de trouver des vecteurs d'attaque un peu plus poussés. Dans tous les cas, il y a une attaque qui est toujours possible ici, qui est un truc à base d'ARP spoofing, c'est-à-dire que là, certes, j'ai fait tourner mon man in the middle sur ma machine uniquement pour les échanges que moi je faisais avec le serveur, mais j'aurais pu rediriger d'autres gens de la boîte vers mon man in the middle et choper tous leurs mots de passe, par exemple. Je ne l'ai pas fait. Promis. Et du coup, les 3 derniers trucs que je voulais dire là-dessus, visiblement, on ne l'a pas encore assez dit, mais là, il ne faut pas recoder des trucs de sécurité comme ça. Hein. Là, on est en train de faire du HTTPS, on envoie du RSA, on envoie de l'AES, et après, on envoie des trucs chiffrés. C'est pas une bonne idée, c'est pas secure, et c'est pas facile de se reconnecter dessus après. Deuxième truc, c'est essayer de privilégier des standards pour l'interconnexion. Là, on a vu que c'était un espèce de truc chiffré dans du SOAP, c'est impossible de se connecter dessus. Documenter les API, je ne sais pas, faites quelque chose, mais faites pas ça en tout cas. Et le dernier truc, c'est bien d'y penser quand on développe une API, c'est quelqu'un un jour va peut-être se dire ouais, c'est cool, cette API elle marche comme ça. Moi, j'ai pas du tout envie de l'utiliser comme toi tu as prévu de la faire. Du coup, il faut essayer de se préparer, de blinder son API, de la documenter et de pas faire de trucs en cachant des trucs sous le tapis. Ça sert à rien, il y a peut-être des gens qui vont le découvrir un jour et faire des confs dessus. Voilà. Merci Kevin.